Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Gabon Télévision. Le flux d'informations diffusées sur votre chaîne ne vous permet pas toujours de faire le point. Eh bien, Retro Actu, votre émission, vous propose de revivre les meilleurs moments de l'information de la semaine. Retro Actu, qui en est à son 9e numéro, c'est l'information autrement. Et l'actualité de la semaine a été dominée par l'organisation du baccalauréat session 2016, la proclamation des résultats des élections partielles 2016, la récente sortie du bloc des opposants à la CENAP et la célébration de la 6e édition de la journée internationale des veuves en compagnie de la première dame du Rwanda, Jeannette Kagame. Et pour nous aider à décortiquer l'information de la semaine, nous recevons certains invités et d'autres journalistes et reporters. Patrick Zorbekal, bonsoir. Bonsoir Jerry. Vous allez bien? Ça va Jerry. Ok, nous allons commencer cette émission en parlant de politique. La politique étant justement la gestion de la chose de la cité. Ouvrons cette émission avec cette rencontre vendredi dernier des ténors de l'opposition avec la CENAP. Nous parlerons également de cette rencontre, mais cette fois-ci de la dynamique plurielle soutenant la candidature d'Ali Bongo Ondimba, laquelle dynamique plurielle rencontre la population de certains arrondissements de Libreville. Et enfin, la proclamation des résultats des élections législatives partielles. Suivons tout cela en images et nous nous retrouvons juste derrière. Plusieurs questions centrales inhérentes à l'administration et au déroulement du scrutin présidentiel d'août 2016 étaient au centre des échanges entre le président de la CENAP, René Aboguela, et plus d'une dizaine de candidats déclarés à cette élection présidentielle. Entre autres préoccupations des opposants, la caution majorée à 20 millions cette année, la durée de la campagne ramenée à 14 jours et bien d'autres points. Nous avons remis au président de cette autorité ayant en charge la préparation et l'organisation des élections un mémorandum. Nous avons réitéré notre détermination à voir la Constitution de la République s'appliquer à tous et dans toute sa rigueur. Pour Alex, cette lex. Nous considérons en effet que le respect de la Constitution est le fondement de l'état de droit et la condition nécessaire à l'émancipation politique, au progrès économique et social de la nation. Concernant toutes ces inquiétudes des candidats, le président de l'institution en charge de la préparation et de l'organisation des élections au Gabon n'a pas manqué de réagir par rapport à cette requête. Nous avons écouté les demandes, les récriminations, les préoccupations exprimées par M. Ondimba ainsi que ses amis de l'opposition, les autres candidats déclarés donc à l'élection présidentielle. Nous en avons pris bonne note. Nous leur avons rappelé l'émission de la commission électorale, les compétences de la commission et le devoir qui est celui du bureau d'assurer la stricte application de la loi électorale. Et nous avons donné des informations par rapport aux demandes qui ont été faites au sujet du déroulement du processus. Il faut rappeler que la date de l'élection présidentielle au Gabon a été fixée au 27 août 2016 par la Commission électorale nationale autonome et permanente. Regroupement des partis politiques de la majorité présidentielle, des centrales syndicales, des organisations non gouvernementales et associations, la dynamique plurielle étend sa toile sur les différents arrondissements de la capitale. Ici au 5e arrondissement de la commune de Libreville, les populations ont répondu à l'appel de cette nouvelle mouvance venue échanger sur les enjeux politiques de l'heure, notamment la présidentielle à venir. Nous avons décidé que nous devons nous asseoir ensemble, unir nos forces, nos énergies, nos intelligences, nos expériences et nos compétences pour atteindre un objectif. C'est cela la dynamique plurielle. Nous devons être d'accord pour pouvoir aller ensemble. Ensemble où? Ensemble vers les élections présidentielles. Mais pour ces élections, nous tous qui sommes assis ici, nous avons choisi de soutenir le candidat Ali Bongo Ondimba. Une nouvelle mouvance dans laquelle s'inscrivent plusieurs structures qui sont déterminées à soutenir la candidature d'Ali Bongo Ondimba.
Ali Bongo a été ce chef d'État courageux. Courageux parce que le climat socio-économique n'était pas aussi favorable. Il a été courageux d'engager des réformes là où le contexte était difficile. Ali Bongo a été audacieux. Audacieux parce que même lorsque nous étions en situation de crise, le nouveau système de rémunération a vu le jour. Tout nous disons, dans les réformes que nous avons engagées avec lui, nous pouvons compter sur lui, dans la même lutte, dans le même élan syndical, que nous puissions le soutenir. Même la nuit tombée n'a pas empêché le bon déroulement de cette causerie, c'est dire que la course de fond pour la ligne droite pour le scrutin présidentiel du 27 août prochain, du moins pour les différents états-majors du candidat du Parti démocratique gabonais, est d'ores et déjà bien lancée. Résultat des élections partielles dans la province de l'Estuaire. Commune de Libreville, 3e arrondissement, premier siège. Inscrits 19 383. Votants 5 201. Bulletin blanc ou nul 447. Suffrages exprimés 4 754. Ont obtenu M. Eloan Zondo du CLR PDG 4 395 voix, soit 92,44%. M. Lumukala Arnaud Pater de 7MP 242 voix, soit 5,09%. Est élu M. Eloan Zondo du CLR PDG. 4e arrondissement, premier siège. Inscrit 12 397. Votants 1706. Bulletin blanc ou nul 175. Suffrages exprimés 1531. A obtenu M. Pascal Mangola Azango du PDG CLR 1531 voix, soit 89,74%. Est élu M. Pascal Mangola Azango du PDG CLR. Département de la Noyade, premier siège. Inscrit 1341. Votants 777. Bulletin blanc ou nul 27. Suffrages exprimés 750. A obtenu M. Fidèle Angwemba du PDG 750 voix, soit 96,53%. Est élu M. Fidèle Angwemba du PDG. Patrick Zorbekale, vous étiez justement l'un des journalistes choisis sur le volet par le CNC, Ami Bongo notamment. Quel bilan faites-vous globalement de ces joutes? Il nous revient déjà de remercier le CNC pour nous avoir choisis et pour le choix porté sur nos modestes personnes et pour nous avoir déployés sur ces divers sites électoraux où se tenaient ces législatives partielles. Maintenant, pour ce qui est du bilan global? Globalement, ce qu'on en retient, c'est que ces élections se sont déroulées dans le calme. C'est le lieu ici de saluer l'esprit chevaleresque qui a régné tout au long de ces législatives. Prions que le même esprit persiste lors des prochaines joutes qui se dérouleront au mois de décembre prochain et qui verront le renouvellement intégral de l'ensemble des 120 sièges de l'Assemblée nationale. Mais sachant justement qu'il n'y avait que 13 sièges à pourvoir, on a dû attendre quelques jours pour avoir ces élections. Est-ce que ce n'est pas une alarme par rapport à la présidentielle du 27 août prochain? Bon, ce que l'on peut dire, c'est que chaque élection est marquée par un certain nombre de spécificités. Et dans le cas d'espèce, on a effectivement remarqué une nouvelle fois un certain nombre de retards dans la proclamation des résultats. C'est lié aussi de demander à ce qu'un certain nombre de collectifs soient apportés dans le cadre des élections à venir, attendu que l'enjeu sera beaucoup plus important parce qu'il y aura beaucoup plus de forces et des forces beaucoup plus importantes vont se jeter dans la bataille. Et comme au Gabon, les élections sont toujours le cadre de contestation, sont souvent sujettes à contestation, il faut donc faire en sorte que les aspérités qui ont été relevées ici et là puissent être aplanies. Parlons justement toujours de politique. L'on a noté effectivement que vendredi dernier, plusieurs opposants ont rencontré la Commission nationale électorale et permanente. On doit s'attendre à ce qu'il y ait un seul candidat contre Ali Bongo Ondimba? Bon, disons que chaque élection au Gabon, la question de la légitimité et la nécessité de faire coïncider la légalité et la légitimité est une question récurrente.
Et les cartes de concertation, ce ne sont pas les cartes de concertation qui ont fait défaut. Je crois qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il est important pour l'ensemble des acteurs, puisque l'élection 2016 est une élection particulière, une élection décisive, qui doit permettre de désigner le chef de l'État, le président de la République, celui qui doit conduire le Gabon au cours de ces prochaines années. Il est donc il est de bonne loi que les différents acteurs se retrouvent, parce qu'il y a eu des occasions manquées, notamment dans le cadre du CND. On a parlé de dialogue inclusif sans tabou qui n'a pas pu se tenir. Du coup, on sent une sorte de crispation entre les différents acteurs. Et ce qu'il faut craindre pour l'avenir, c'est que cette crispation ne persiste pas, parce que toutes les attentions sont tournées vers le Gabon. Le Gabon est un pays important au niveau africain, un pays important également sur la scène diplomatique internationale. Et donc, les enjeux politiques au Gabon sont suivis avec beaucoup d'intérêt par l'ensemble des décideurs. Donc, il est donc d'un intérêt vital que les acteurs politiques qui se tripent, qui se crêpent le chignon sur la transparence électorale. Ils le font comme assez modestement. Voilà. C'est typé au point d'en venir au match. Voilà, c'est ça l'intérêt, Jerry. C'est ce que nous souhaitons. C'est qu'ils trouvent des terrains d'entente, c'est-à-dire un modus operandi qui puisse leur permettre d'aller aux élections sans heurts et que les lendemains électoraux soient des lendemains apaisés pour que l'ensemble des opérations, c'est-à-dire que les investisseurs puissent venir tranquillement et paisiblement investir dans notre pays et que le processus se déroule sans heurts. C'est ça notre souhait. Patrick Zombekale, c'est vous. Merci en tout cas de nous avoir décortiqué cette information. Nous allons justement continuer cette émission en parlant du volet société dans ce retour actu. La célébration de la 6e édition de la journée des veuves au stade de Nzayon de Libreville, nous dira Léa Bifane. Ensuite, les sorties présidentielles pour évaluer la vie chère, notamment à Montbouette, et inaugurer l'éclairage public du tronçon PK5 à ONG. Parlons également de cette destruction des box à la déventure de l'hypermarché Mbolo. Voyons tout cela en images et nous retrouvons juste derrière. La célébration de la Journée internationale des veuves a réuni du bon monde autour du thème « La protection du conjoint survivant pour une égalité des chances en matière successorale ». Pour ce faire, les veuves ici ont bénéficié d'une formation en vue de créer les activités génératrices de revenus. Les veuves du Gabon, particulièrement conscientes des efforts fournis par Monsieur le Président de la République, chef de l'État et son gouvernement, disent simplement merci. Ces remerciements vont également à la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba. La formation que nous avons reçue hier, mercredi 22 juin 2016, sur le montage des projets en vue de la réalisation des activités génératrices de revenus, va et permettre à certaines d'entre nous à sortir de la précarité. Une journée de souvenirs qui, loin d'être une simple fête, devrait plutôt interpeller les autorités à prendre conscience de la situation des veuves. Nous devons tout faire, en particulier au Gabon, pour que les veuves et les orphelins puissent vivre dans des conditions qui les amènent peut-être pas à oublier la personne disparue parce que c'est difficile, mais au moins à avoir un minimum acceptable pour que les jours que vivent les veuves soient les plus agréables possibles. Regroupées désormais en association, les veuves ont présenté au public le fruit de leurs efforts à travers cette exposition des produits du terroir. C'est une journée internationale des veuves qui a mis en avant la sensibilisation, aussi bien juridique qu'administrative. Depuis le 23 juin 2010, date de l'institutionnalisation de cette journée, la maltraitance et la spoliation des veuves ont plus ou moins freiné. Avant, c'était le conseil de famille qui embêtait la veuve et l'orphelin parce qu'on nous spoliait par rapport à ce conseil de famille-là. Depuis 2015, le 15 juin 2015, que la loi a changé. Donc, c'est plus le conseil de famille, c'est le conseil successoral. Aujourd'hui, tout a changé.
Parce que la spoliation, au jour d'aujourd'hui, ça n'existe même plus. Et la maltraitance de la veuve non plus, ça n'existe plus. Les acteurs tels que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba et la Direction générale de la protection de la veuve accompagnent les veuves sur le plan social, juridique, administratif et psychologique. Nous avons eu la révision de la deuxième partie du Code civil. Cette révision de la deuxième partie du Code civil, en certains articles, ont essayé de faire en sorte que la justice soit plus forte en cas de spoliation de ces veuves. Et sur le plan administratif purement, le département en charge des questions des veuves se charge de mener des larges campagnes de sensibilisation avec l'appui des ONG. En 6 ans de célébration, les veuves connaissent leurs droits et savent à quelle porte cogner pour une éventuelle prise en charge. Cependant, les veufs victimes des mêmes faits méritent aussi de voir leur situation faire l'objet d'un regard attentionné. C'est sur l'axe PK5 à Wenje que le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a effectué la mise en service de l'éclairage public. Une opération lancée depuis 2012 qui s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet de réhabilitation du réseau d'éclairage de la ville de Libreville. L'objectif est d'améliorer la circulation des automobilistes et la sécurité de l'ensemble des usagers. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba se félicite de cette mise en service. Nous nous préoccupons de la sécurité de nos populations. Donc un meilleur éclairage permet d'avoir une meilleure sécurité pour les véhicules qui circulent et puis avoir une visibilité sur la voie, sur la route, permet aussi de pouvoir éviter un certain nombre d'accidents. Mais aussi pour les populations, voir les véhicules qui arrivent et ne plus être dans la pénombre. C'est donc très important pour la sécurité de nos populations. Tout ceci rentre dans le cadre de l'aménagement que nous voulons, des conditions aussi de vie de toutes les populations. Il est à noter que la réhabilitation de ce tronçon fait partie d'un projet global qui couvre un linéaire total de 17 km allant du lycée d'État au quartier Lalala dans le 5e arrondissement de Libreville. Le projet est exécuté à 92%, soit un peu plus de 13,5 km. Nous avons commencé les programmes de réhabilitation pour les voiries, mais nous voulons aussi que la ville soit mieux éclairée. Ça permet à nos citoyens d'avoir des améliorations pour leur cadre de vie, mais ça permet aussi d'éviter des zones qui sont trop sombres et qui peuvent être dangereuses, pour lesquelles on avait déjà vu ces derniers temps qu'il y a un certain nombre d'attaques, mais aussi pour l'embellissement de la ville et puis pour la gaieté et puis pour que tout le monde puisse être en harmonie. Il faut qu'une ville soit une ville qui soit gaie, qui soit bien éclairée. Cette politique de travaux est utile pour aussi soutenir l'emploi et les PME gabonaises. Près de 50 personnes ont été employées sur ce chantier. Ça, c'est un bain de foule. Un bain de foule digne d'un chef d'État. Ce niveau de popularité, aucun autre acteur politique sur l'échiquier national ne peut certainement s'en prévaloir dans cet espace commercial le plus important du Gabon. Sans commentaire. Il y a un constat qui est très simple, que tout le monde doit savoir. La température de Libreville, c'est ici à Montboîte. Quand on veut savoir quelle est la vraie température de notre capitale, on vient ici à Montboîte. C'est ici que l'on voit le battement, le pouls et tout cela. Prendre la température, tâter le pouls de la capitale. Ali Bongo Ondimba est venu ici apporter son soutien à ces hommes et femmes, acteurs économiques essentiels dans la chaîne de développement du pays. Écoutez tous les commerçants et les commerçantes qui sont ici, voir les difficultés qui sont les leurs, m'assurer que le programme que le gouvernement a défini il y a quelques semaines pour la vie chère puisse être opérationnel et je veux le contrôler moi-même. L'égalité des chances au marché Montboîte, c'est maintenant. Ce n'était donc pas un jour de fête à Montboîte, mais la fête au président Ali Bongo Ondimba en avait tout l'air. Chacun ici, au plus près de cet événement spontané, avait déjà à cœur de célébrer son champion pour les prochaines joutes électorales à travers un slogan et 3 mots. Ali Bongo Ondimba arrive pour la deuxième fois au marché Montboîte de Libreville.
Le chef de l'État est venu écouter les commerçantes et leurs préoccupations quotidiennes. Nous l'avons dit que nous voulons qu'ils nous construisent le marché, surtout le marché Montbouette. Nous ne voulons pas quitter Montbouette. Nous voulons que Montbouette soit toujours un marché structuré pour tout le monde. Le marché de Montbouette compte un peu plus de 300 commerçantes gabonaises qui vivent bien de leur activité. Le passage du président de la République dans l'espace commercial le plus important du Gabon suscite de la sympathie. Sentiment de joie. Nous avons vraiment la joie qui nous inonde dans nos cœurs. Parce que nous savons qu'Ali Bongo, c'est l'homme qu'il faut ici au Gabon. Et nous allons voter pour Ali Bongo. Nous savons que nous, étant commerçants de Montbouette, les Gabonaises, nous soutenons Ali Bongo. Nous soutenons Ali Bongo, 100% ici. Je suis aux commerçantes que dans les jours à venir, ça va bien se passer. C'est son action, la confiance, hein? C'est ça. Donc nous avons confiance avec Ali Bongo. Après un huis clos d'une vingtaine de minutes avec les commerçantes, Ali Bongo Ndimba ne fait pas une promesse proprement dite, mais joue sur la carte la surprise. Pour notre pays, pour notre capitale, ce n'est pas un marché qui correspond à ce que nous devons attendre pour la ville de Libreville. Donc, mais là, je ne veux pas faire de promesses, encore une fois, mais je vais regarder sérieusement cette question-là et regarder de très près tout ce que nous pouvons voir et quelles sont les pistes qui sont ouvertes réellement pour que nous puissions demain avoir des situations meilleures pour que les commerçants puissent travailler dans des conditions qui soient décentes. Cette visite est une invite du collectif des commerçantes gabonaises du marché Montbouet. Une lueur d'espoir pour les occupations anarchiques et bien entendu les incendies devenus quasi récurrents. Effectivement, Filika Biyongo, comme vous pouvez le constater, après plusieurs mois d'avertissement, ces commerçants ont été sommés ce matin de partir de cet espace commercial du supermarché de Mbolo. Selon des informations recueillies ici et là, il avait été demandé à ces personnes de libérer justement cet espace. Une occupation considérée comme étant de la concurrence déloyale envers d'autres commerçants occupant les galeries d'Ombolo. C'est une véritable course contre la montre. Chacun essaye de sauver ce qu'il peut. C'est en principe ce week-end que devraient être connus les premiers résultats du CEP. C'est justement après le CEP, le BPC. Les élèves de terminale ont affronté les épreuves du baccalauréat sur l'ensemble du territoire national. Hier samedi aussi, plus de 444 candidats ont cogné à la porte du Prytanée militaire à la faveur de ce concours sélectif. Et suivons tous ces reportages et nous nous retrouvons juste derrière. Pour le début des épreuves écrites du baccalauréat général et technologique 2016, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a décidé de faire le tour de plusieurs centres d'examen. D'abord en Toum, puis au lycée Djoué d'Abani, dans la partie sud de Libreville, et au lycée Paul Njenjengonjou. Au contact des membres des secrétariats et des candidats, Florentin Moussavou a voulu s'assurer des dispositions prises cette année. Cette tournée des cocottes m'amène en fait à constater l'état de préparation des 10 centres de manière à nous accorder sur l'organisation du baccalauréat et constater qu'en effet le baccalauréat a bel et bien commencé. Aujourd'hui nous sommes dans le cadre des épreuves d'éducation physique et sportive, des épreuves écrites et demain les épreuves vont commencer. S'assurant des moyens mobilisés sur instruction du chef de l'État et du Premier ministre, le ministre de l'Éducation nationale a aussi réitéré sa confiance dans l'implication des responsables des centres. Nous constatons que tout se passe bien. La présidente du centre, la présidente du jury me rassure quant à leur disponibilité, à leur optimisme. Donc, je crois que le baccalauréat a bel et bien commencé et nous pouvons espérer que la cuvée 2016 sera de bonne qualité. Après l'étape de Libreville, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et plusieurs de ses collaborateurs ont rallié OIM, première étape d'un périple qui les conduira à Franceville, Port-Gentil, Lambaréné, Mouila et Tchibanga. Après son passage dans certains centres d'examen de la province de l'Estuaire, la délégation conduite par le ministre de l'Éducation nationale s'est rendue à OIM dans le Wellington
L'objectif de ce déplacement étant de s'imprégner du bon déroulement du baccalauréat session 2016. En visitant le lycée technique Bernard Obion et le lycée d'État Richard Nguema Bekali, le constat était positif quant à l'organisation de cet examen dans cette localité du pays. C'est plus de 1700 candidats qui prennent part au baccalauréat à OIM. Vu l'enjeu de cet examen, le premier responsable de l'éducation nationale a prodigué quelques conseils aux responsables des centres. Nous avons tenu à venir vous voir pour regarder un peu dans quelles conditions vous travaillez et surtout apprécier l'état d'esprit général au niveau des enseignants, des correcteurs, des encadreurs et vous donner également la preuve que nous sommes vraiment disponibles et disposés. Donc, et vous annoncer également notre volonté d'être à vos côtés jusqu'au bout, avec tous nos encouragements. En marge de cette visite inopinée, Florentin Moussavo a fait le point de l'état actuel des ateliers de formation du lycée technique d'OIM. L'État a investi. Les centres d'examen sont équipés. Le lycée technique d'OIM est très bien équipé et tous les candidats sont parfaitement à l'aise. Je viens de consulter quelques-uns d'entre eux et je me rends compte que nous pouvons considérer que l'État a mis les moyens qu'il fallait. Maintenant, il revient à chacun de se mettre au travail et de transformer l'essai. Un investissement de plus de 30 ans qui contribue encore à la formation de la jeunesse gabonaise dans les métiers industriels. Dans la sphère de l'enseignement, le baccalauréat a souvent été perçu comme un Graal ou encore un sésame qui ouvre les portes de toute formation professionnelle et académique possible. Dès lors, pour certains, tous les moyens sont bons pour obtenir son baccalauréat, y compris la fraude. Au Gabon, des termes spécifiques lui sont d'ailleurs consacrés, tels que le carreau, ce qui pose alors la problématique de la sécurisation des épreuves avant et pendant l'examen. Le carreau, c'est les épreuves qui sont censées venir au baccalauréat, l'obtention des épreuves qui sont censées venir au baccalauréat. Les élèves qui ont des épreuves, des sujets qui sont déjà traités et qu'ils vont traiter au baccalauréat. C'est un mot générique au bac. Il y a le fait qu'un candidat puisse communiquer avec un autre candidat dans la salle, c'est une fraude. Mais c'est une fraude mineure. Il y a que échange des copies. Un candidat n'a pas le droit d'échanger sa copie avec un autre candidat. Il y a qu'un candidat puisse utiliser un téléphone avec la technologie qu'on a aujourd'hui pour tirer des informations. C'est une fraude. Et maintenant, la fraude qui vous intéresse, vous, c'est celle qui partirait depuis l'élaboration au secrétariat des épreuves, qui serait dissimulée et donné à un tiers candidat pour composer. C'est quand les candidats ont des épreuves à l'avance, n'est-ce pas, ils arrivent avec ce qu'on appelle au carreau. De tous ces avis, il ressort que la pratique est à bannir, mais pour cela, il faudrait déjà identifier ce qui pourrait amener un candidat à avoir recours à la fraude. Il y a le candidat lui-même. Vous pouvez avoir des candidats qui sont très intelligents, mais qui ne sont pas habitués à cet environnement et qui ne sont pas dans l'événement et qui peuvent rater leur examen. N'oubliez pas que l'intelligence est une courbe. Au moment où vous passez l'examen, où en est votre intelligence, votre psychologie? C'est d'abord le candidat qui doit se prendre en charge. Les parents aussi doivent accompagner les candidats dans la préparation du bac. Mais un enfant qui a une mauvaise hygiène scolaire ne peut pas s'admettre. Vous voyez, nous aujourd'hui, le but c'est quoi? C'est d'avoir des candidats fiables, des candidats dignes. Voilà, donc ceux qui ne sont pas à la hauteur sont récalés, sont ajournés. Ceux qui sont à la hauteur, il y a un second tour. Donc tout est fait pour que chacun ait une seconde chance. Depuis les 5 dernières années, la fraude en période d'examen tendrait à s'amenuiser, affirment les enseignants. Toutefois, pour ceux qui seraient tentés par le diable, des sanctions allant de l'exclusion à l'emprisonnement restent toujours disponibles. Pour cela, comme pour tous les autres, le travail reste la seule clé du succès. Nous avons dû prendre des décisions importantes en cette période de fin d'année, s'agissant notamment de celle de concours. Nous avons donc dû décider de maintenir la programmation du concours d'entrée à l'école normale des instituteurs. Cela concerne à peu près 3000 candidats qui ont donc passé ce concours et dont on va maintenant attendre les résultats. Étant entendu que le besoin est réel, il est important à ce niveau-là. Et il faut également dire que ce concours concerne aussi beaucoup d'externes. S'agissant du concours d'entrée à l'ENS, nous avons dû prendre là aussi une décision importante qui consistait donc à reporter ce concours. Je dis bien reporter ce concours, parce que nous avons entendu des réactions qui voudraient faire croire que nous aurions annulé ce concours. Nous ne pouvons pas l'annuler.
nous avons besoin d'enseignants. Nous avons besoin d'enseignants qui soient formés dans les meilleures conditions possibles, dans le respect des processus prévus par les textes. Le problème que nous avons aujourd'hui avec l'école normale supérieure, c'est que cet établissement ne fonctionne pas depuis pratiquement 8 ans dans le respect des textes réglementaires. Il y a, pour faire fonctionner l'école normale supérieure, il y a un conseil d'administration qui est prévu par les textes. Lequel conseil d'administration est présidé par le ministre de l'Éducation nationale. Ce conseil ne s'est pas tenu depuis 8 ans. Cela fait que les programmes qui sont actuellement exécutés, les curricula qui sont adossés, qui sont adossés sur les programmes d'enseignement ne correspondent pas toujours aux besoins qui sont les nôtres. Nous avons donc besoin de faire le point. Et nous avons demandé au directeur général de l'ENS de faire en sorte que ce conseil d'administration se tienne avant d'organiser ce concours. Donc ce que nous sommes en train de faire n'est pas du tout en porte-à-faux avec le besoin que certains compatriotes, et ils ont le droit de participer à ce concours. Nous venons de voir, Wilfried, 444 candidats pour 31 places. Quel est l'âge de ces enfants, la provenance et la fiabilité finalement de ce concours? Effectivement, Jerry, ce sont 444 candidats qui cognent aujourd'hui aux portes du Britannique militaire de Libreville. Ces enfants ont un âge qui varie de 8 à 12 ans. Et précisons au passage que tous ces enfants sont de sexe confondu et qu'ils ont un niveau de 5e année. Ou encore appelé CM2. Ou CM2, effectivement. Et tous ces candidats proviennent de l'ensemble des établissements que compte notre pays. Et on prend naturellement les meilleurs. Et les meilleurs, effectivement, ce sont les meilleurs qui sont sélectionnés par rapport au travail qu'ils ont déjà réalisé dans leurs écoles respectives. Mais justement, à part le Gabon, où vont les cracks justement de cette prestigieuse école du Britannique militaire? Alors, au terme du concours, donc juste après la proclamation qui va se faire officiellement, des résultats qui se fait officiellement, mais diffusés même à la télévision publique, ces enfants prennent la direction des pays tels que le Bénin, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali et aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Bien évidemment conformément aux accords que ces pays entretiennent avec le Gabon. Merci Wilfried Mwamba. Le temps pour nous d'accueillir le professeur Christelle Donald Abessolo qui va également décortiquer cette actualité. Merci à vous, Jerry. Docteur Abessolo, le Britannique militaire, une sacrée réussite. Absolument, 100% au bac français, très très bien. C'est l'élite gabonaise qui est formée et ça fait plaisir que d'avoir ce genre de résultats. Parce que quand on sait qu'à côté, on n'a pas souvent ces résultats-là dans le Gabon. Mais il y a un bémol toujours. Moi, vous savez... c'est ça le propre de l'intellectuel. Ah, absolument, il y a toujours un bémol. Si on peut comment dire, si on peut être content des résultats du concours du Britannique militaire, il ne faut pas non plus oublier qu'effectivement, le Britannique militaire ne recrute pas comme les autres lycées. Ce sont les meilleurs qui vont au Britannique militaire. Les cracks, quoi. Donc, ce sont les cracks qui vont au Britannique militaire. Et c'est toujours une bonne chose, même si, voilà, même avec ce bémol-là, mais c'est toujours une bonne chose après de voir qu'en effet, la jeunesse gabonaise, d'une certaine façon, et l'élite de l'armée de demain, d'une certaine façon, est très bien formée. C'est toujours une bonne chose. Venons-en justement à cette formation toujours. Oui. Vous étiez correcteur au baccalauréat. Je suis correcteur au baccalauréat. Vous êtes correcteur au baccalauréat. Absolument. Finalement, on a eu le CEP, on a eu le BPC, aujourd'hui c'est le baccalauréat. Ça va là? Ça va. La volonté était celle de terminer l'année. Parce que vous savez que les élections approchent. Et donc la volonté des autorités a été justement d'anticiper et de faire en sorte que tout le monde termine les programmes pour qu'on puisse faire tous les concours, tous les examens avant le mois de juillet. Bon, je crois que le pari est réussi. Voilà. Mais lorsque vous corrigez un petit peu au niveau de la baisse du niveau, il n'y a pas de souci particulier à ce moment? C'est une question qui revient tout le temps. En effet, je pourrais faire un parallèle avec le Britannique militaire, justement, on en a parlé. Je viens de dire que ce qui fait la particularité du Britannique militaire, c'est qu'il recrute les cracks. L'admission se fait sur concours et on prend les meilleurs. Pour chaque année, on prend les meilleurs. Et donc, dès la 6e, vous avez des meilleurs qui commencent et qui vont jusqu'en terminale. Bien. Du côté des lycées classiques, des lycées publics, les lycées classiques de l'enseignement général,
Par contre, c'est tout le monde, puisque l'État a vocation à former tous les Gabonais, tous les enfants gabonais. Donc, première chose à savoir, c'est que malheureusement, et ça c'est pas une particularité du Gabon, c'est que l'éducation en Afrique en général, c'est un tout petit peu le parent pauvre en fait de l'administration. Donc l'Afrique d'une manière générale, et ça fait partie par exemple des objectifs du développement durable à l'horizon 2030, de faire en sorte... Édité par l'UNESCO ? Édité par l'UNESCO, de faire en sorte qu'à l'horizon 2030, au moins 20%, au moins 20% du budget des États d'Afrique subsaharienne soit consacré à l'éducation, ce qui n'est pas encore le cas du Gabon. Le Gabon tourne autour de 15%. Donc il faudrait... C'est quand même assez correct. Pas du tout. Pas du tout quand on sait que, parce que je vous ai dit 20% au moins, ça veut dire que c'est un minimum, il faut commencer par là. Mais le problème n'est pas celui d'aujourd'hui, le problème c'est l'orientation de la politique des États depuis les indépendances. Donc il faudrait véritablement que dans ces pays, on s'asseye pour redéfinir les priorités. L'éducation est une priorité. Je vais vous prendre un petit exemple. Regardez, prenez 3 ou 4 enfants qui naissent et qui ont 6 ans cette année. Alors, entre un enfant qui va rentrer à l'école conventionnée, par exemple, de Charbonnage, enseignement français. Un autre, de la 6e, qui va rentrer à l'école urbaine à côté de la présidence, de Libreville. Encore que. Voilà. Un autre qui va rentrer dans une des écoles privées que nous avons, mais qui n'est pas conventionnée, mais une autre école privée de Libreville. Et un dernier qui va rentrer en CP toujours. La déperdition est plus accentuée. En CP toujours, mais prenez une école, par exemple, d'un de nos villages. Prenez l'école publique de, je sais pas, de Moulengue-Binza ou l'école publique de Bolossoville. Je vous assure que quand vous prenez ces 4 enfants-là, on n'a pas, bon, pour prendre un terme en vogue actuellement, on n'a pas d'égalité de chance à ce niveau-là. Parce que celui qui est dans une école conventionnée, quand vous regardez son programme et tout ce qu'il retient et le suivi qui va avec tout au long de l'année, ça n'a rien à voir avec celui qui est par exemple dans une des écoles de nos villages à l'intérieur du pays. Donc à ce niveau-là déjà, on peut comprendre le problème qu'il y a. Donc à côté de celui que j'ai évoqué tout à l'heure, des budgets qui ne sont pas conséquents pour l'éducation, il y a véritablement ce problème-là de la non prise en compte de la priorisation de l'éducation dans ce pays. Alors, à partir du moment où on aura dans ce pays, j'ai envie de dire, la possibilité de faire en sorte que tous les enfants qui rentrent en CP puissent avoir quasiment à peu près le même niveau, à ce moment-là, on peut également regarder ce qui se passe au niveau des examens. Or, ce qui se passe au niveau des examens, c'est clairement la conséquence du fait que je viens d'évoquer, à savoir que le niveau n'est pas le même dès la base. Et les priorités ne sont pas les mêmes. Cette fois-ci, il faut dire quand même qu'on n'a pas signalé le problème de carreaux, de fraude. Oui, je crois que c'est depuis 2 ans, à peu près, qu'il n'y a pas de scandale autour des carreaux. Je pense même que ça c'est à l'adresse des élèves d'abord. Un élève consciencieux, conscient de son avenir et qui compte sur le carreau pour réussir, véritablement n'a rien à faire dans le système éducatif. Par contre, il est heureux quand même de voir que, pour être correcteur, de voir que au milieu d'une forme de déception à cause des éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, on a quand même, comme ça, quelques copies qui sortent du lot et on n'hésite pas à donner la note qui va avec. Vous pouvez très bien trouver un 17 dans une épreuve comme la philosophie que j'enseigne, tout comme vous pouvez avoir un 2 ou un 3. Parce que... Et que dire, docteur, du report s'inédit des épreuves du concours d'entrée à l'ENS? C'est une demi-surprise parce que bon, effectivement, quand l'administration prend la décision, une telle décision, bon, alors que... Lorsqu'on sait l'importance de ce concours. Lorsqu'on sait l'importance de ce concours, parce qu'il faut signaler, il faut préciser qu'en fait, chaque année, effectivement, l'école normale supérieure organise un concours. Et donc ce concours a vocation justement à ravitailler l'école puisque c'est une école professionnelle. Donc chaque année, il y a des promotions qui sortent et il y a des promotions qui rentrent. Donc lorsqu'on reporte, bon, je crois savoir que c'est juste un report, c'est pas une annulation. Le ministre l'a dit, vous l'avez suivi tout à l'heure. Voilà, donc lorsqu'on reporte, et bien évidemment, on attend à ce que ça se fasse
nécessairement à la rentrée. Bon, par contre, je disais que c'était une demi-surprise parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes que le ministre a évoqués d'ailleurs. Problème de constitution du conseil d'administration, problème de fonctionnement et aussi au niveau même du corps enseignant, les enseignants réclament le paiement de leurs arriérés de primes. Voilà, des primes pour le compte de l'année dernière, l'année 2014-2015 et pour le compte de l'année 2015-2016. Donc, à la fois, on demande aux enseignants de se hâter à terminer l'année, mais à la fois aussi, les enseignants demandent qu'on paye les primes pour l'organisation des concours précédents. Donc, avec tous ces problèmes-là, je pense que la décision du ministre a été d'une certaine logique. Peut-être le moment de se donner l'occasion comme ça de vider tous ces problèmes, tous ces contentieux-là, avant d'organiser un concours dans les meilleures conditions. Vous êtes également au fait, vous vivez dans la société. Absolument. La célébration de la 6e édition, c'est un actif pour la première dame Sylvia Bongo Ondimba. Absolument, on sait que c'est elle qui a porté ce dossier à l'ONU et que le 23 juin, désormais, depuis 6 ans, a été consacré. Le 23 juin, oui. Depuis 6 ans, a été consacré comme la journée de la veuve. Nous savons, je parlais tout à l'heure des objectifs de développement durable, de Horizon 2030. On sait que l'ONU veut faire en sorte que les populations marginalisées le soient de moins en moins à cet horizon-là. Donc, et les veuves, bien évidemment, constituent justement une tranche parmi les populations les plus marginalisées, les plus vulnérables. Donc, il est utile, de toute façon, de se souvenir, de marquer une journée pour penser, justement, pour commémorer ces femmes qui sont nos mamans, qui sont nos sœurs, pour surtout penser, parce qu'il ne s'agit pas seulement de célébrer, ce n'est pas une fête en soi, mais il s'agit justement de se souvenir qu'elles ont des droits et que ces droits-là doivent être respectés, doivent être par l'État, doivent être consacrés et surtout défendus. Nous avons vu justement le président de la République repartir au marché Montbouin pour parler encore de la vie chère. Pour parler encore de la vie chère. En tout cas, je pense que le président de la République et le gouvernement peuvent le faire tous les jours, puisque c'est une réalité que nous vivons. Vous avez bien fait de m'interpeller en disant que c'est quelque chose que nous vivons quotidiennement. Donc, il est utile effectivement que les pouvoirs publics, parce qu'on a souvent l'impression, lorsque nous, petites gens du peuple, nous subissons ça en bas, on a toujours l'impression que précisément ceux qui nous gouvernent ne sont pas au fait de cela. Alors que le président de la République descende dans l'arène pour aller toucher du doigt justement la réalité que vivent les populations au quotidien, c'est une très bonne chose. Une avancée, la route... On espère simplement qu'à l'issue de cela, on prendrait des mesures. Il y a un conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu. Je n'en doute pas justement, parce que je me dis, lorsque une autorité, la première autorité du pays, est obligée elle-même de descendre dans l'arène pour aller justement voir ce qui se passe au quotidien, ce que vivent les Gabonais au quotidien, forcément qu'elle a déjà une idée derrière la tête dont on attend impatiemment, avec impatience, on attend les recommandations qui pourront être prises à l'issue de cela. Une patience qui a été finalement récompensée. La route PK5 à Wenji, c'est finalement éclairé. Elle est éclairée et je vous assure que c'est un soulagement. C'est un soulagement pour les automobilistes, c'est un soulagement pour les riverains. Depuis longtemps, on attend cela. Mais j'espère que le projet ne s'arrête pas à Wenji. Parce que si vous allez jusqu'à Ovendo... Il y a plusieurs autres endroits, effectivement. Même sur ce tronçon-là, sur cet axe, si vous allez jusqu'à Ovendo, vous allez constater effectivement qu'il y a une forme d'insécurité routière, justement, du fait du non-éclairage de ce tronçon. Bon, il n'y a pas que ce tronçon, bien évidemment, mais je dis, puisque ce tronçon a déjà amorcé justement sa phase d'éclairage, de rééclairage, si je puis dire, et bien évidemment, il serait bien que ça se poursuive jusqu'à Ovendo, au moins. Et alors, les malheureux de l'hypermarché Mbolof? Alors, c'est un dossier assez... Sont-ils vraiment malheureux? Alors, c'est un dossier assez complexe. Sont-ils vraiment malheureux? Je ne sais pas, je ne peux pas prendre position. Simplement, j'observe que nous avons là 2 sons de cloche. Premier son de cloche, il s'agit des commerçants qui nous disent qu'ils n'ont pas été avertis. D'autre côté, nous avons
la société qui les héberge et qui nous dit... En tout cas, Vibrian Aseko Lomo a dit qu'effectivement, il a vu ces papiers qui montraient effectivement qu'ils ont été prévenus. Ils ont été prévenus, ils ont eu un préavis et ils n'ont pas exécuté. Bon, je sais qu'il y avait un contentieux pendant au tribunal. Donc, sans doute, quand je suis les informations, on a l'impression qu'ils attendaient justement que le tribunal réagisse avant de mettre à exécution le préavis qui leur a été donné. Bon, c'est toujours malheureux. Mais maintenant, l'avis de l'observateur, moi j'espère, vous savez, on connaît Mbolo de par cette image-là aussi. On sait qu'à la devanture de Mbolo, il y a des commerçants qui sont là. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ça faisait partie justement du quotidien de ceux qui connaissent l'hypermarché Mbolo. Bon, on ose espérer que, parce qu'un commerçant ne se débarrasse pas d'autres commerçants s'il n'a pas une idée derrière la tête, on ose espérer que c'est pour nous amener quelque chose de meilleur, forcément. Donc, je ne pense pas un seul instant qu'ils aient été cassés simplement pour le plaisir de les casser, mais j'ai l'impression qu'il y aura sans doute une forme de développement de Mbolo qui nécessitait justement qu'on reloge ou qu'on commence par casser ceux qui occupaient cet espace-là pour l'améliorer. Docteur Christelle Donald Abessolo, merci bien, merci bien. Donc, dernière ligne droite de ce Retro Actu, le concert de Prince Martin à Rompavé, jeudi dernier au Casino Croisette de Libreville, et cette razzia effectuée par la Fédération gabonaise de kickboxing lors de ce récent championnat de kickboxing. Suivons tout cela en images et nous retrouvons juste derrière. Ce sont des chansons connues du public. Elles datent pour la plupart des années indépendance. En 2016, elles sont encore dans les mémoires. Nostalgiques de leur passé, ses fans chantent avec lui ses anciens succès. À 66 ans, Martin Rompavé le Prince n'a pas fini. La création n'est jamais finie. Vous regardez le monde est dynamique, il évolue constamment. Et un créateur est toujours, même si les aléas de la production, vous savez très bien que produire une œuvre, c'est très cher en ce qui nous concerne ici, mais on n'arrête pas de créer. La carrière musicale de l'homme est vieille comme un édifice. 50 ans à passer du temps à trouver de belles mélodies, celles qui ont bâti et entretenu de nombreux couples. Après avoir passé 15 ans à observer son univers, il sort un nouvel album. Seul regret, il ne perçoit toujours pas ses droits. En fait, ce que je souhaite, c'est une volonté politique de faire appliquer les lois. Depuis la Déclaration des droits de l'homme, il est inscrit que tout créateur d'une œuvre de l'esprit doit vivre, n'est-ce pas? Voilà, ça fait pratiquement une trentaine d'années que les artistes gabonais ne bénéficient pas de leur travail. Le temps d'une soirée, Martin Rompavé a fait le tour de tous ses disques. Dans la foulée de la fête de la musique, il dit avoir fait sa part et laisse ses fans s'imprégner de sa dernière œuvre qu'il a appelée Abekwe, qui signifie espoir. Bondo Masungo. Le combat va être vraiment chaud. À des peintures. Début 4e. Début 4e. Il faut faire la décision. Panola et le coach Mefagé, qui sont très expérimentés, ils vont demander à leurs combattants de gérer ce round. Et le verdict, très attendu. Y a-t-il un doute dans votre esprit? À mon avis, non. 3 juges. Champion d'Afrique de Lao Kick dans la catégorie de moins de 71 kilos. À la majorité des juges, coin bleu, Ibinga Dropsy d'abord. Oui, c'est logique. Un combat qui aura tenu en haleine
le public, les spectateurs venus ici au gymnase du Prytanée militaire. Voilà, Dropsy Biga prend cette ceinture continentale. Voilà, justement, nous recevons donc le président Eric est là. Mais avant de parler d'abord justement de cette razzia que vous avez faite là, Prince Martin Rompavé, vous avez vu les images, un artiste derrière vos muscles, vous aimez comme la musique? Tout à fait, hein. Prince Martin Rompavé fait partie quand même des monuments gabonais. Il fait partie de la culture, je peux m'exprimer ainsi. Parce que ce sont quand même les premiers musiciens qui ont modernisé la musique. Donc il y a Kenenge, Rompavé, Patience Dabani, le défait Pierre Claven, Zeng et Bom. C'est toute une génération qui a quand même honoré notre pays, même si je reproche aux chanteurs gabonais de ne pas beaucoup se vendre à l'extérieur. On espère que, en tout cas, on espère qu'ils vous écoutent, hein, ils vous suivent présentement. Donc, vous êtes sorti vainqueur récemment du championnat d'Afrique professionnel de kickboxing. Donc, 11 inscrits, 8 ceintures. À quelle préparation devons-nous ce coup de maître? Bon, une préparation rigoureuse, hein, et puis c'est une préparation qui était liée à nos ambitions. L'objectif du bureau fédéral... Parce que ça c'est la deuxième fois en fait que vous organisez ici au niveau de... Oui, on a organisé d'abord les championnats d'Afrique amateur. On s'était classé deuxième derrière le Maroc. On avait eu 9 médailles. Mais sur le nombre de médailles, on avait eu plus que les Marocains. Mais ils avaient eu une médaille d'or en plus. On en avait eu 4, ils en avaient eu 5. Ça les classait premiers. On a fait une Coupe du Monde qu'on a gagnée. Donc on a habitué quand même aux résultats. Mais là, c'était quand même le premier championnat d'Afrique professionnel organisé par la Confédération. Donc c'est le top de top au niveau des niveaux, du niveau. Au-delà de cette compétition, il n'y a rien d'autre. Donc c'était une compétition difficile. Sur le professionnalisme, ça n'a rien à voir avec l'amateur. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Donc on a fait une préparation adéquate pendant 4 mois. Les enfants ont souffert, c'était la galère. La préparation, vous l'avez faite ici à Libreville? Oui, tout à fait, à la salle de boxe. Je tiens à remercier le président Sosa d'ailleurs pour nous avoir passé sa salle et avoir accepté qu'on renforce aussi le staff technique avec les coachs de boxe, le DT de boxe. Donc c'était une synthèse de direction technique de la boxe. Mais justement, au Gabon, on parle plus de football. Quelle perspective justement pour ces champions? Parce que c'est comme des champions, vous l'avez dit, en Afrique. Oui, tout à fait, hein. La perspective est là. Ils ont d'abord pour premier objectif de défendre leur titre, parce que c'est un titre qui est valable 6 mois. 6 mois après, nous devons remettre ces ceintures en jeu. Au Gabon, toujours, parce que c'est nous qui mettons en jeu. Mais après les 6 mois, c'est les autres qui viendront nous chercher. C'est-à-dire après, c'est les challengers qui vont solliciter et là, on va se déplacer. Mais la défense de titre, on l'a fait au Gabon. C'est d'abord la perspective à court terme et à long terme, c'est que ces enfants voyagent dans le monde entier pour représenter le Gabon, défendre leur titre, qu'ils aient des cachets plus importants. Parce que là, ils ont 800 000, la défense du titre va passer au moins à 2 millions, etc. Au fur et à mesure, on triple, on multiplie par 10 ou par 20 le cachet. Et finalement, quel calendrier de la saison, quel programme pour la suite? Bon, avant d'entamer le calendrier, quand même, je tiens à dire que c'est une victoire de tout le monde. Hein. Il y a la direction technique de la fédération, il y a le bureau fédéral, il y a les journalistes qui ont accompagné toujours la fédération, surtout la volonté politique aussi du président qui a mis une politique en place sportive qui était open, c'est-à-dire ouverte à toutes les disciplines. Et nous avons su saisir l'opportunité parce que si on organise, c'est que le président veut qu'on organise, c'est que le ministre et son staff nous accompagnent. Donc il était important aussi de remercier le président pour ce qu'il fait au niveau du sport, au niveau du Gabon, et aussi inviter tous les autres responsables sportifs à savoir saisir l'opportunité et à se mettre sur le terrain parce que le président ne peut pas tout faire, ou le ministre. Nous, les responsables sportifs, nous avons un devoir de résultat, un devoir de patriotisme parce que quand vous êtes champion d'Afrique, vous êtes à une étape où vous vendez maintenant votre pays, vous ne vous appartenez plus. Donc ce sens de patriotisme, j'aimerais que les Gabonais croient en leurs possibilités. Hein, nous sommes un pays béni, on a beaucoup de qualités. Aujourd'hui, nous sommes la meilleure nation africaine. Après s'être affilié il y a 5 ans, donc c'est-à-dire tout est possible. Je voudrais vraiment lancer un appel à tous les Gabonais
d'être maîtres de leur destin, de croire en leurs possibilités et de penser au plus profond d'eux, même dans leur sommeil, que nous sommes les meilleurs en Afrique et qu'on peut le faire dans toutes les disciplines, dans tous les métiers. Et c'est l'exemple qui a été donné à partir du kickboxing. Maintenant, par rapport au calendrier, nous allons attaquer le championnat national dans 2 semaines et les championnats des ligues se font ce week-end-là. On revient au quotidien. Notre quotidien, c'est des compétitions statutaires. Et après le championnat national, les enfants vont un peu se reposer. Il y a une perspective aussi d'élection du bureau fédéral parce qu'on doit renouveler aussi les bureaux cette année ou au plus tard en mars. Dans le kickboxing, comme toutes les autres disciplines, on va renouveler les bureaux d'ici mars. Mars 2017. Oui, mars 2017. Mais on peut le faire avant comme on peut le faire après. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour le renouveler le plus vite possible. Eric est là, merci en tout cas de nous avoir rendu visite, merci d'avoir répondu à cette invitation. C'était donc le président de la Fédération gabonaise de kickboxing gabonaise. Point final à ce 9e numéro de votre émission Retro Actu. Nous aurons naturellement plaisir à vous retrouver la semaine prochaine, ça sera dimanche. Merci, au revoir.